En 2022, sous le soleil écrasant du Sahel, un ordre venu de Ouagadougou a brutalement détourné le destin déjà fragile du Burkina Faso. En libérant puis en enrôlant plus de 15 800 détenus, Ibrahim Traoré a transformé des hommes promis à l'oubli en soldats, tenant la ligne de front. Les attaques contre les civils reculent, des villages revivent, et des routes longtemps coupées se rouvrent lentement sous les regards inquiets. Ce pari de rédemption armée sauvera-t-il un pays abandonné? Ou exposera-t-il le Burkina Faso à un choc encore plus violent demain? Au-delà du choc initial, l'initiative déployée au Burkina Faso porte en elle une promesse que peu de nations oseraient formuler, celle de transformer une faille profonde en levier de stabilité. La libération puis la formation accélérée de milliers d'anciens détenus ne constitue pas seulement une réponse militaire, mais une tentative pour reconstruire un lien social brisé. L'enjeu est clair et tient en 10 mots. Restaurer l'État là où il avait presque disparu. Les premiers territoires regagnés semblent valider cette trajectoire, mais chaque avancée crée aussi un nouveau risque. Car si cette armée née des prisons parvient à tenir ses positions, elle pourrait redéfinir durablement les équilibres politiques du pays. Mais si elle flanche, les groupes insurgés pourraient récupérer en quelques semaines ce qui a demandé des mois d'efforts. Et une question plane déjà dans les cercles diplomatiques. Une force issue de la marginalité peut-elle rester un instrument de cohésion sans devenir un centre de pouvoir incontrôlable? Les premiers relevés sécuritaires ont révélé une rupture inattendue. Dans plusieurs zones reprises, le nombre d'attaques recensées a chuté de plus de 40% en quelques semaines. Et pourtant, cette amélioration rapide n'est pas née d'une réforme institutionnelle classique, mais d'un basculement stratégique conduit par Ibrahim Traoré, dont l'impact commence seulement à se dévoiler. Avant ce tournant, le Burkina Faso avançait au bord du gouffre. Depuis 2019, les groupes armés avaient grignoté des pans entiers du territoire, isolant des milliers de familles et paralysant les déplacements entre régions. Les forces régulières, épuisées par des années de combats dispersés, tentaient de contenir une insécurité qui progressait plus vite que leurs capacités. Dans certaines provinces, les convois humanitaires ne circulaient plus, les marchés se vidaient, et l'administration reculait devant la pression insurrectionnelle. C'est dans cet environnement fragmenté qu'apparaît, presque en rupture, la décision radicale de 2022, transformer plus de 15 600 détenus en unités combattantes. Le choix surprend parce qu'il brise les schémas militaires traditionnels. L'idée ne naît pas d'un calcul idéologique, mais d'un enchaînement logique. Si l'État perd du terrain, si l'armée manque d'effectifs, si les prisons regroupent des hommes dont beaucoup connaissent les zones les plus dangereuses du pays, alors la seule marge d'action devient la conversion de cette masse captive en force opérationnelle. La formation intensive à Poé, menée dans des conditions strictes, sert de filtre. Seuls ceux capables de suivre les modules tactiques et disciplinaires rejoignent les unités déployées. Dans les villages où ces groupes ont été envoyés, le contraste est immédiat. Les anciens détenus, souvent issus des mêmes communautés que les victimes de l'insécurité, parviennent à instaurer un dialogue que les unités conventionnelles n'avaient plus la légitimité d'initier. Cette proximité modifie le rapport de force. Ce ne sont plus seulement des soldats, mais des hommes qui portent sur les cicatrices de la marginalisation et dont la rédemption devient un facteur tactique. Dans les premières semaines, suivant le déploiement des unités issues des prisons, 2 profils émergent comme des repères pour comprendre la mécanique interne de cette force singulière. Le premier est celui d'un ancien mécanicien de quartier, condamné pour vol aggravé, qui a rapidement été affecté à une section de reconnaissance. Sa connaissance fine des pistes rurales et des zones boisées a permis à son unité d'éviter plusieurs embuscades. Durant une opération près d'une localité isolée, c'est lui qui repère les traces d'un passage rebelle, permettant d'intercepter un groupe avant qu'il ne frappe un convoi civil. Ce geste, perçu comme banal dans un rapport militaire, devient pour les habitants un symbole de reprise de contrôle. Le second profil
et celui d'un jeune homme condamné pour violence domestique, dont l'intégration semblait la plus incertaine. Lors des premières patrouilles, il s'est retrouvé face à son propre village, théâtre de tensions anciennes. Contre toute attente, c'est là qu'il a démontré la discipline la plus rigoureuse. Son attitude modifiée a eu un effet inattendu. Des habitants méfiants au départ ont commencé à dialoguer avec l'unité, ouvrant la voie à des échanges d'informations qui ont sécurisé les environs. Pour les instructeurs, ce type de transformation individuelle agit comme un multiplicateur d'efficacité opérationnelle. Ces trajectoires, aussi différentes soient-elles, illustrent un point commun. La réinsertion par l'engagement armé crée un basculement précoce dans la relation entre population et forces locales. Là où la méfiance dominait, une utilité tangible commence à prendre place. Le déclencheur de 2022 survient dans un climat où les institutions burkinabées se trouvent au bord de la rupture. Après une série d'attaques coordonnées ayant paralysé plusieurs axes routiers, Ibrahim Traoré décide d'appliquer une mesure que ses conseillers eux-mêmes considèrent comme un pari extrême. Puiser dans les prisons, non pour les vider, mais pour recomposer une force armée capable de combler l'effondrement des effectifs classiques. Cette annonce n'est pas progressive. Elle tombe d'un seul bloc, imposant un tempo nouveau à une situation jusque-là dominée par l'initiative insurgée. Dans les jours qui suivent, un premier tri rapide est réalisé. Les détenus susceptibles d'intégrer la formation militaire sont extraits de leurs cellules, transportés sous escorte, puis répartis vers le centre de Poé. Le choc est brutal. Certains y voient une seconde chance, d'autres une imposante inconnue. Les instructeurs, eux, savent que la réussite de la mission dépendra d'un apprentissage accéléré combinant discipline stricte, cohésion minimale et maîtrise des tactiques de terrain. Les premières semaines ressemblent à un tamis. Fatigue extrême, exercice continu, élimination immédiate des comportements indisciplinés. Une centaine d'hommes abandonnent ou sont renvoyés, mais la majorité s'accroche. Le point culminant se produit lors des premiers engagements réels. Une unité nouvellement formée est envoyée en appui d'un détachement régulier dans une zone où les convois civils ont été ciblés à répétition. L'opération débute à l'aube. Reconnaissance rapide, progression en silence, puis interception d'un groupe insurgé posté près d'un pont stratégique. La riposte essaie brève mais décisive. Grâce à une manœuvre latérale menée par ces soldats issus des prisons, l'ennemi est forcé de battre en retraite. Cet épisode, rapporté de manière sobre dans les communications officielles, devient un marqueur. Pour la première fois depuis des mois, une patrouille traverse la zone sans subir d'embuscade. À partir de là, les répercussions se déploient en chaîne. Les routes autrefois désertées voient revenir les premiers transporteurs. Des marchés locaux fonctionnent de nouveau, timidement mais durablement. La rumeur d'une force atypique circule dans les villages. Une armée composée d'hommes qui, quelques mois plus tôt, vivaient derrière des barreaux. Cette image surprend, mais produit un effet singulier. Certains habitants, autrefois méfiants envers les militaires, se sentent plus enclins à parler à ces nouveaux soldats dont ils connaissent les histoires, les familles, les failles. Dans les cercles insurgés, en revanche, la réaction est immédiate et tendue. L'apparition d'unités imprévisibles, capables de mouvements rapides et d'une connaissance presque instinctive des zones rurales, brouille leurs repères. Plusieurs tentatives de contre-attaque échouent. Des positions considérées comme acquises doivent être abandonnées. Un rapport interne, relayé discrètement par les autorités, évoque même un changement brutal dans la dynamique du terrain, signe que la surprise tactique joue à plein. À l'échelle nationale, la décision de Ibrahim Traoré soulève de nouveaux questionnements politiques. Les élites traditionnelles observent la montée de cette force hybride avec prudence, craignant qu'elle ne modifie l'équilibre interne. Mais pour une population fatiguée de l'insécurité, la priorité reste simple: retrouver un semblant de vie normale. Et tant que cette armée née des prisons sécurise les routes, chaque journée gagnée renforce sa légitimité de fait. Les premières séries de données consolidées quelques mois après le déploiement des unités issues des prisons
présentent un contraste net entre la situation avant et après l'initiative. Avant 2022, certaines régions enregistrent une moyenne hebdomadaire d'attaques qui fait vaciller la cohésion nationale. Après l'intégration des 15 600 détenus, un basculement progressif se met en place, perceptible à travers 3 indicateurs significatifs. Le premier concerne la sécurité des civils. Dans les zones où les nouvelles unités opèrent, les agressions contre les populations ont diminué d'environ 42%. Ce recul notable reflète une présence continue sur les axes critiques. Maintenant, la mobilité quotidienne. Il suggère également que l'effet dissuasif produit par ces unités est devenu un facteur structurel capable d'altérer le comportement des groupes insurgés. Cette baisse traduit une stabilisation locale mesurable, bien que fragile. Le deuxième indicateur touche aux attaques visant les convois militaires. Celles-ci ont chuté d'environ 30% dans les secteurs où les anciens détenus sont déployés. Cette réduction démontre la capacité de ces troupes à perturber les tactiques insurgées, fondées sur des frappes rapides. Elle montre aussi que la formation intensive à Poé a généré un niveau minimal de coordination tactique indispensable au maintien des lignes logistiques. Le delta enregistré sur ce segment indique que l'initiative parvient à restaurer un espace opératoire sécurisé. Le troisième chiffre porte sur la reconquête territoriale. Les unités nouvellement créées ont repris près de 25% des zones autrefois contrôlées par les insurgés. Ce pourcentage ne traduit pas seulement une avancée militaire, mais un redéploiement progressif des services administratifs. Il suggère que la sécurisation territoriale n'est pas perçue comme temporaire par les autorités. Dans les districts concernés, la réouverture des marchés ruraux et le retour de certaines activités économiques coïncident avec la présence continue de ces soldats issus des prisons. Derrière ces chiffres, un changement qualitatif se dessine. Plusieurs instructeurs décrivent des unités très hétérogènes, mais dotées d'une cohésion née de l'expérience commune de la marginalité. Cette particularité leur confère un rapport direct avec les habitants qui, bien souvent, partagent les mêmes récits d'injustice ou de fractures sociales. Les retours recueillis dans les villages indiquent que la proximité culturelle et géographique des soldats facilite un dialogue que les forces régulières ne parvenaient plus à établir. Cette dynamique contribue à renforcer la remontée d'informations locales indispensables à la prévention des attaques. La stratégie imaginée par Ibrahim Traoré semble chercher cet effet, transformer la fracture sociale en outil de sécurité collective. Le pari consiste à substituer à la méfiance une forme de rédemption active et utilisable sur le terrain. Or, cette mécanique, bien qu'efficace dans l'immédiat, doit être consolidée pour éviter l'usure morale et les tensions internes. Les observateurs remarquent que, sans encadrement institutionnel solide, le modèle pourrait perdre en discipline à mesure qu'il s'étend. Toutefois, pour l'instant, les données montrent que la combinaison formation accélérée plus enracinement communautaire crée une forme inédite de stabilité locale. En somme, le passage du baseline à la situation actuelle illustre un renversement rare dans des zones en crise prolongée. Et tant que les chiffres continuent d'indiquer une amélioration mesurable, le modèle reste perçu comme une réponse plausible à une menace persistante. La première thèse, défendue par certains analystes favorables à l'initiative, avance que l'intégration d'anciens détenus constitue une solution pragmatique dans un contexte où les forces régulières s'épuisaient. Selon eux, ces hommes connaissent que les zones rurales mieux que beaucoup de soldats formés dans des circuits classiques, car ils proviennent souvent de régions frontalières où l'insécurité s'est enracinée. Leur expérience de la marginalité favoriserait une forme d'adaptabilité opérationnelle qui manque parfois aux unités conventionnelles. Les premiers retours du terrain renforcent cette idée. Des convois autrefois systématiquement ciblés circulent à nouveau, et des villages abandonnés commencent à reprendre une vie minimale. Pour les partisans de cette vision, la cohésion née du parcours difficile de ces hommes devient un outil tactique réel. La thèse opposée met en garde contre une militarisation rapide d'individus ayant connu des trajectoires instables. Pour ces défenseurs, intégrer des hommes
issus de milieux criminels comportent un risque structurel. Une armée ne peut être durable si sa base repose sur des profils hétérogènes, parfois chargés de conflits personnels non résolus. Il souligne qu'une telle force, si elle n'est pas strictement encadrée, peut devenir dépendante d'allégeances locales ou de logiques de vengeance personnelle. Certains redoutent aussi qu'à mesure que ces unités gagnent du terrain, elles développent une influence propre, susceptible de fragiliser l'équilibre politique global. Enfin, les critiques rappellent que la réduction des attaques insurgées ne garantit pas une transformation durable. Un modèle né de circonstances exceptionnelles pourrait peiner à se stabiliser sur le long terme. La réponse à ces deux thèses se situe dans un point intermédiaire, éclairé par les données disponibles. Les chutes mesurées des attaques contre civils et convois militaires, ainsi que la reconquête d'un quart des territoires perdus, montrent qu'un effet positif existe réellement. Mais ces résultats ne ferment pas le débat. Ils indiquent plutôt que l'efficacité de ces unités dépend étroitement de deux facteurs, discipline encadrée et ancrage communautaire, qui ne peuvent être maintenus sans un suivi institutionnel solide. La force issue des prisons n'est ni un remède miracle, ni une bombe à retardement garantie. Elle constitue un outil en devenir, dont la stabilité reposera sur la capacité à gérer ses propres contradictions. Un tournant se précise. Au moment où les premières unités, issues des prisons, consolident leur position, un changement moins visible mais tout aussi déterminant apparaît. L'équilibre du pouvoir interne commence à se déplacer. Dans les rapports de terrain, plusieurs officiers notent que la présence de soldats issus des mêmes communautés que les populations locales crée une forme de légitimité inattendue. Les habitants, autrefois méfiants envers les forces régulières, transmettent désormais des informations cruciales aux patrouilles mixtes, modifiant subtilement la manière dont les zones rurales s'organisent face aux groupes insurgés. C'est dans cette dynamique que l'initiative d'Ibrahim Traoré révèle son véritable midpoint, non pas la simple reconquête territoriale, mais la reconfiguration des alliances sociales. Là où la défiance envers l'État était devenue presque structurelle, une coopération prudente mais réelle réapparaît. Cette inflexion altère plusieurs repères tactiques des insurgés, qui s'étaient appuyés durant des années sur le silence forcé ou la peur des populations. Cette mutation ouvre une perspective nouvelle. Si les communautés continuent de considérer ces soldats comme des relais plutôt que comme des intrus, alors la bataille pour l'information, souvent décisive dans les conflits asymétriques, pourrait basculer durablement. Les effets de l'initiative déployée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré se manifestent différemment selon les acteurs impliqués. 4 dynamiques majeures se dégagent, chacune révélant un pan de la transformation. En cours, pour les habitants des zones longtemps coupées du reste du pays, l'arrivée des unités issues des prisons marque une rupture tangible. Les marchés locaux rouvrent progressivement, les déplacements reprennent, et certains villages renouent avec des activités quotidiennes qui avaient disparu. Les témoignages évoquent une baisse perceptible de la peur nocturne, autrefois omniprésente. Les habitants soulignent qu'ils ne voient plus seulement des soldats en patrouille, mais des hommes dont les parcours sociaux ressemblent aux leurs. Cette proximité crée une logique d'échange d'informations, permettant d'anticiper certains mouvements insurgés. La conséquence la plus marquante est la réapparition d'un minimum de confiance envers l'État, confiance qui s'était profondément érodée durant les années de fragmentation territoriale. Les militaires de carrière vivent cette transformation avec une certaine ambivalence. D'un côté, l'appui opérationnel apporté par les nouveaux contingents allège la pression. Plusieurs unités régulières, autrefois débordées, peuvent désormais redistribuer leurs effectifs sur des zones plus stratégiques. D'un autre côté, la montée en puissance rapide des soldats issus des prisons crée une tension silencieuse. Certains craignent une dilution de la hiérarchie classique et un rééquilibrage interne pouvant fragiliser la structure militaire. Des officiers reconnaissent néanmoins que ces nouvelles troupes ont apporté un souffle tactique inédit grâce à leur connaissance du terrain et à une motivation liée au processus de rédemption.
L'enjeu pour les forces régulières consiste maintenant à intégrer cette dynamique sans perdre leur cohérence. Pour les insurgés, l'apparition d'une force imprévisible bouleverse leurs repères. Habitués à affronter des unités classiques, ils se heurtent désormais à des soldats assez capables de déplacements non conventionnels, familiers des pistes informelles et aptes à dialoguer avec les communautés. Plusieurs observateurs soulignent une perte progressive d'initiative des groupes rebelles. Certaines zones tombent rapidement, des caches logistiques sont repérées, et la circulation d'informations se complique. La conséquence psychologique est notable. L'ennemi n'est plus uniquement militaire, il devient socialement enraciné, ce qui rend les infiltrations plus difficiles. Pour ces groupes, chaque recul territorial accélère la nécessité de repenser leur mode d'action. Au Mali et au Niger, la trajectoire burkinabé suscite un intérêt marqué. L'idée qu'un pays puisse transformer une fracture sociale en outil sécuritaire alimente des réflexions internes, notamment dans les zones où les armées traditionnelles peinent également. Mais sur la scène internationale, les réactions sont plus contrastées. Certaines puissances, notamment européennes, observent la montée de ce modèle avec prudence, redoutant qu'il ne s'écarte des standards militaires classiques. Elles redoutent aussi l'émergence d'un modèle souverainiste, renforçant l'autonomie stratégique du Burkina Faso. Pourtant, les premiers résultats mesurables forcent à reconnaître que l'approche impulsée par Ibrahim Traoré modifie l'équation sécuritaire régionale. Dans l'hypothèse la plus favorable, les unités issues des prisons poursuivent la stabilisation enclenchée durant l'année précédente. Les zones reprises se densifient administrativement, permettant le retour partiel des services publics. Les marchés ruraux attirent de nouveaux commerçants, réduisant la dépendance humanitaire dans plusieurs provinces. Si la coopération avec les communautés reste constante, la circulation d'informations locales consolide la prévention d'attaques. À l'échelle régionale, cette évolution pourrait encourager des accords sécuritaires bilatéraux avec le Mali ou le Niger, soucieux d'évaluer ce modèle. L'économie, bien que fragile, retrouve un minimum de prévisibilité, condition essentielle pour attirer quelques investissements internes. Le scénario central envisage une progression plus inégale. Les forces hybrides conservent certains territoires, mais doivent contenir des poussées insurgées dans d'autres zones, créant un équilibre délicat. Les élites politiques, inquiètes d'un réagencement du pouvoir interne, pourraient chercher à influencer l'organisation de cette armée composite, provoquant des débats institutionnels prolongés. La pression diplomatique extérieure augmente modérément, notamment autour des exigences de contrôle et de transparence. Plusieurs signaux économiques restent timides. Malgré la réouverture d'axes importants, la reprise reste trop faible pour enclencher un véritable rebond. Dans ce scénario, le pays avance, mais constamment sous tension. Dans l'hypothèse la plus défavorable, l'extension du modèle se heurte à des limites structurelles. Les unités issues des prisons, sursollicitées, voient leur discipline s'éroder dans certaines zones difficiles. Des rivalités apparaissent entre contingents hybrides et forces régulières, ce qui fragilise la cohésion opérationnelle. Les insurgés profitent de ces failles pour reprendre l'initiative, ciblant des zones symboliques afin de créer un choc psychologique. Sur le plan politique, l'instabilité ouvre la voie à des contestations internes ou à des accusations d'abus, alimentant un climat de méfiance généralisé. L'économie, déjà vulnérable, recule à nouveau sous la pression sécuritaire. Il reste alors une réflexion essentielle à considérer. Plutôt que d'anticiper un seul futur, l'enjeu consiste à considérer la variabilité de ces trajectoires. Le facteur déterminant des prochains mois sera la capacité institutionnelle à encadrer une force hétérogène, sans l'opposer aux structures existantes. La véritable ligne directrice consiste à transformer une réponse de crise en architecture durable. Pour de nombreux Burkinabés, les mois récents ont créé une forme de bascule intime. Les habitants des zones rurales, longtemps enfermés dans une routine de peur, redécouvrent la possibilité de circuler sans scruter chaque tournant de piste. Cette évolution transforme les gestes simples. Revenir des champs avant la nuit, ouvrir un petit commerce, envoyer les enfants à l'école,
sans escorte improvisée. Derrière ces actes minuscules se cache une réalité essentielle, la sécurité, même fragile, réactive des liens familiaux et communautaires auparavant suspendus. Dans les centres urbains, la perception diffère. Certains habitants voient dans la présence des nouvelles unités un rappel constant de la gravité de la crise traversée. D'autres y perçoivent un signe paradoxal d'espoir. Si des hommes longtemps marginalisés peuvent trouver une place utile, alors d'autres formes de réinsertion deviendront peut-être possibles dans le futur. Les discussions dans les quartiers mêlent prudence et curiosité, reflétant une société qui tente de comprendre ce que signifie reconstruire après des années de fragmentation. Pour les jeunes générations, le contraste est encore plus fort. Les adolescents qui grandissent aujourd'hui assistent à un phénomène rare, la transformation visible de trajectoires brisées. Certains y voient un modèle de résilience, d'autres s'interrogent sur les limites d'une rédemption armée. Mais tous réalisent que leur pays cherche une voie nouvelle et que leur propre avenir dépendra de sa capacité à maintenir une stabilité minimale. Dans cette période de transition, la question fondamentale devient personnelle. Comment chacun, à son échelle, peut-il contribuer à un climat moins vulnérable au cycle de violence? L'enjeu n'est plus seulement militaire ou politique. Il concerne la possibilité de reprendre, lentement, la maîtrise de sa propre vie. La phase qui s'ouvre devant le Burkina Faso exige une organisation plus rigoureuse. Les progrès initiaux ne pourront durer que si une architecture claire encadre l'armée issue des prisons. Les autorités, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, doivent structurer cette dynamique autour de plusieurs axes mesurables. Première étape, institutionnaliser l'encadrement. Un corps mixte composé d'instructeurs, militaires, de responsables communautaires et de juristes doit être formé dans un délai de 3 mois. Sa mission, définir les règles de conduite, vérifier les antécédents des recrues et établir un protocole disciplinaire unique. Le succès se mesurera par la réduction des incidents internes et par le maintien d'un taux d'attrition faible au sein des unités hybrides. Deuxième étape. Renforcer l'intégration territoriale. Les gouvernorats locaux doivent établir des cellules de liaison capables de recueillir les informations provenant des habitants et de les transmettre aux commandements régionaux. Cette structure doit être opérationnelle en 6 mois. Sa performance sera évaluée par la rapidité de circulation des alertes et la diminution des attaques imprévues. Troisième étape, stabiliser le cycle de formation. Le centre de Poé doit être doté d'un programme standardisé, renouvelé tous les 4 mois, pour maintenir la cohésion et éviter l'usure mentale. On mesurera son efficacité par la capacité des unités à conserver une discipline constante lors de missions longues. Quatrième étape, créer un pont vers la réinsertion civile. Un dispositif de transition, géré conjointement par l'armée et le ministère du Développement, doit offrir aux soldats ayant terminé leur service des formations agricoles, artisanales ou logistiques. L'indicateur central sera le nombre de reconversions stables après 12 mois. Ces étapes visent une chose, transformer une réponse d'urgence en structure durable. Dans les plaines poussiéreuses où tout semblait s'effriter, les trajectoires des hommes évoqués plus tôt, l'ancien mécanicien de reconnaissance et le jeune patrouilleur revenu devant son propre village, sont devenus des repères discrets d'un pays qui tente de se reconstruire. Leur transformation, née d'un parcours marqué par la faute, a montré qu'un citoyen peut encore retrouver sa place dans une nation fracturée. C'est précisément ce fil que veut préserver Ibrahim Traoré. L'idée qu'une seconde chance n'efface pas le passé, mais peut lui donner un sens nouveau. Les habitants qui observent ces hommes marcher dans leurs rues voient moins des soldats que des figures qui ressemblent à leurs propres frères, cousins ou voisins. Ce miroir, fragile mais réel, nourrit une forme d'espérance prudente. Si des destins brisés peuvent se redresser, alors peut-être que le pays lui-même n'est pas condamné à rester prisonnier de ses blessures. Au cœur de cette évolution,
une vérité simple revient. Ce qui a commencé comme une mesure de survie a ouvert un espace où chacun peut entrevoir un avenir différent. Et parfois, trong một khoảnh khắc ngắn, sự bình yên trở lại. Dans un pays où la sécurité, la dignité et la cohésion avaient été fragmentées pendant des années, la transformation en cours ouvre un espace rare, celui d'une conversation collective sur la manière de reconstruire un destin commun. Les villages qui recommencent à vibrer, les routes qui redeviennent praticables, les relations sociales qui se renouent lentement montrent que la souveraineté ne se limite pas aux armes, mais repose aussi sur la capacité d'un peuple à se rassembler autour de choix difficiles. Cette expérience, née d'une crise profonde, invite chacun à réfléchir à son rôle. Habitants des villes, communautés rurales, membres de la diaspora, jeunes générations, à la recherche de repères. Les récits entendus ces derniers mois rappellent que la résilience n'est jamais abstraite. Elle se tisse dans les gestes simples, les solidarités locales et les décisions partagées.